Ce que je vous propose ici, c'est de l'aborder de manière très concrète le sujet, à travers deux démos, deux technos différentes. La spécification MicroProfile Long Running Action, d'un côté, et de l'autre côté, le framework Eventuate. Je m'appelle donc Jean-François James, je travaille chez Worldline. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, Worldline est le leader européen dans les services et systèmes de paiement, donc avec à peu près 50 milliards de transactions traitées par an. Je suis software architecte. Comme vous pouvez constater, j'ai pas mal d'années d'ancienneté, donc ce qui m'a permis de suivre l'évolution de l'écosystème Java depuis pratiquement ses origines. Ces dernières années, je me suis plus particulièrement intéressé à Jakarta EE, la transition open source Java EE, MicroProfile pour lequel j'ai eu l'opportunité de contribuer, et Quarkus. Donc le sujet de la cohérence des données en architecture distribuée, il n'est pas nouveau. Vous y avez probablement été confronté. Je vous cite l'exemple d'un projet qu'on a mené il y a une quinzaine d'années. Donc c'était du SOA, mais c'était déjà des services distribués avec des bases de données indépendantes. Et les deux grandes difficultés auxquelles j'ai été confronté, enfin nous avions été confrontés, c'est d'une part bien définir et borner les services. Il n'y a pas de méthodologie stricte, on peut s'inspirer des principes du domain-driven design, définir des bounding de contexte, mais il faut un bon mix d'expertise métier, d'expertise technique et d'intuition. On peut également s'apercevoir assez tard dans le cycle de développement d'une erreur parce qu'il n'y a pas vraiment de processus de validation non plus. Le deuxième problème, qui est lié au premier, c'est comment on assure la cohérence des données, notamment lorsqu'on a des transactions métiers interservices qui vont modifier les différents services au fur et à mesure de leur passage. Donc à l'époque, il y a une quinzaine d'années, on développait en Java EE. On n'avait pas vraiment trouvé de solution adaptée. On commençait à parler d'opérations de compensation, de saga, mais ça restait très vague. Il n'y avait pas vraiment de solution, d'autant que la plateforme Java EE est historiquement très orientée transaction acide, donc intégrité transactionnelle forte. Donc le modèle de transaction acide, vous le connaissez tous, c'est le modèle de référence depuis plus de 3 décennies. Donc, prenons le cas d'un monolithe, un monolithe modulaire. Donc, chaque module a ses propres données et elles sont hébergées dans la même base de données. Donc, dans ces cas-là, c'est très facile d'assurer l'intégrité transactionnelle. On va démarrer sa transaction et à l'arrivée, on va committer et si tout va bien, et s'il y a eu un problème, on va faire un rollback. C'est quoi ce message? Pardon? Non, je ne le vois pas. Donc, de cette manière, on a une garantie d'atomicité, c'est-à-dire que l'ensemble des opérations mises à jour est indissociable, c'est tout ou rien. On a également une garantie de cohérence, on part d'un état stable, quoi qu'il arrive, on atterrit sur un état stable. Isolation, on a une garantie d'accès exclusif aux données qu'on modifie. Durabilité, puisque les données sont persistées en database. J'ai mis à propos un i minuscule à isolation, parce qu'en réalité, on est rarement au niveau maximum, le niveau serializable, qui certes permet un accès exclusif aux données, au détriment de la concurrence d'accès et de la scalabilité. Donc la plupart du temps, on va travailler à des niveaux intermédiaires, read committed ou repeatable read. À cette nuance près, ce système-là, on peut dire qu'il est simple du point de vue du développeur, il est suffisamment performant et scalable pour la plupart des applications d'entreprise, il est largement éprouvé en production et historiquement, il est supporté par les bases de données SQL et les brokers JMS notamment. On peut étendre ce modèle de transaction acide en mode distribué. Donc tout à l'heure, ce qu'on a vu, c'était une transaction acide locale. On était dans un monolithe. Là, notre monolithe, on l'a séparé en services indépendants, chaque service ayant sa propre base de données. Donc si on veut faire de la transaction acide, c'est possible, c'est un petit peu plus compliqué, puisqu'il va falloir mettre en place un transaction manager qui va interagir avec l'application pour borner la transaction, notamment les begin, commit, rollback, qui va interagir avec les ressources transactionnelles, en l'occurrence les bases de données, et il faut également que le contexte transactionnel soit propagé entre les services. Donc ça fait beaucoup de conditions. Donc dans ce modèle-là, certes, on garde la simplicité de développement, mais on a un très fort couplage technique, on a un coût élevé de l'isolation, puisque les transactions sont distribuées, donc plus longues, donc on verrouille plus longtemps les données.
On a une fragilité liée à la coordination synchrone. Ça parle dans tous les sens. Le moindre grain de sable aboutit à une issue incertaine. Ce modèle-là, de toute façon, n'est pas supporté par les bases de données NoSQL, ni Kafka, par exemple, ni RabbitMQ. Et le contexte transactionnel n'est pas propagé par les protocoles couramment utilisés en architecture microservices, que ce soit REST, GraphQL, gRPC. J'ai un écho un peu gênant, je ne sais pas si vous m'entendez en double. Ça va? Alors, c'est là qu'entrent en scène les long running actions ou les sagas, qui vont offrir un modèle de transaction distribuée plus léger, qui va venir se poser au-dessus des transactions acides locales. Donc les transactions acides locales, ça marche bien. On peut les garder en intra-service, et au-dessus, on va mettre un modèle de coordination. Donc on va démarrer une transaction, on va la terminer si tout va bien. Par contre, si ça ne va pas bien, on va déclencher un flux de compensation. Donc qui va consister à défaire ce qu'on a fait. Donc une opération de compensation, c'est quoi? Ça peut être quelque chose de très simple, par exemple modifier le statut d'une entité, quelque chose d'un petit peu plus compliqué comme recréditer un compte qu'on a débité, quelque chose de franchement plus compliqué comme appeler un système distant pour lui demander de défaire quelque chose. Donc en tant que développeur, quand on parle d'opération de compensation, le premier réflexe, c'est de se dire c'est trop compliqué. Et puis la deuxième question qui vient rapidement, c'est bien beau, mais qu'est-ce qui se passe en cas d'erreur de compensation? Alors, le trop compliqué, il faut le relativiser. Parce que si on en revient aux transactions acides, généralement, le rollback, qui consiste à techniquement tout défaire ce qu'on a commencé à faire, on le réserve aux erreurs techniques. On n'utilise pas le rollback pour des erreurs fonctionnelles qui, généralement, ont une valeur ajoutée métier. Par exemple, sur un système de paiement, si j'ai une erreur d'authentification du porteur de la carte, ça a une valeur métier, je vais avoir besoin de le gérer correctement à des fins de réclamation ou de litige. Donc, de toute manière, les opérations de compensation, pour le cas des erreurs fonctionnelles, il faut les faire. On les fait de manière spécifique dans du code. Ce qui va vraiment différencier, c'est la manière de les déclencher. Et du côté LRA Saga, effectivement, ça va être du code métier exécuté par compensation. Mais le code, de toute façon, il faut le faire. Alors, on peut limiter les erreurs de compensation en faisant en sorte que déjà les opérations de compensation soient idempotentes, c'est-à-dire elles répondent toujours de la même manière, soient simples et rapides, et en particulier essayer de différer les opérations trop complexes et risquées. Par exemple, si j'ai besoin d'appeler un système tiers pour lui demander de défaire quelque chose, j'ai peut-être intérêt à simplement noter dans l'opération de compensation que je dois le faire, et si fonctionnellement je peux me le permettre, de le faire en arrière-plan. Alors, il y a une quinzaine d'années, il n'y avait pas de solution. Alors, des solutions pourquoi déjà? Alors, des solutions à la fois pour nous permettre de coder les opérations de compensation et de les orchestrer. Aujourd'hui, il y a des solutions, j'en ai identifié 4. Je vais vous présenter les 2 premières. Pour faire simple, on va dire que AxonIQ ressemble à Eventwait et Sita ressemble à MicroProfile LRA. On va parler de MicroProfile. Donc MicroProfile définit un ensemble de spécifications pour développer des applications microservices, cloud native, on les appelle comme on veut. Donc on va retrouver des spécifications liées aux API, des spécifications liées à la fault tolérance, des spécifications liées à l'observabilité, un socle de configuration commun. Donc tout ça, ça constitue le corps qui est versionné de manière homogène. Donc la dernière version, c'est la 5.0 qui est sortie. Et à côté, vous pouvez voir qu'on a des spécifications dites standalone qui ont leur propre cycle de vie. Et c'est là notamment qu'on va retrouver nos long running actions. Le framework Eventwait dont je vais vous parler également, je l'ai découvert à la lecture de ce bouquin. Je ne sais pas si vous l'avez lu. Est-ce qu'il y en a qui l'ont lu dans la salle? Microservice Pattern. Eh bien, il faut le faire, c'est bien. C'est un livre qui est très intéressant, écrit par Chris Richardson, qui a le mérite d'être extrêmement pragmatique, d'aborder les microservices sous forme de patterns. Donc ces patterns sont décrits d'ailleurs sur un site web. Vous n'êtes pas obligé d'acheter le bouquin pour vous faire une idée.
Et tous les exemples de code qui sont donnés s'appuient sur le framework Eventuate dont je vous ai donné l'URL du site ici. On va voir que c'est deux solutions très très différentes, mais qui permettent de faire à peu près la même chose. Alors si on les compare grosso modo, ces deux solutions, MicroProfile LRA tire ses origines d'un standard de l'Oasis qui date de 2006. C'est une spécification qui fait 64 pages, donc qui décrit très précisément le contrat entre les utilisateurs du service et les implémentations du service. Il y a beaucoup de subtilités. Ce que je vais vous montrer dans la démo, c'est un aperçu qui va vous comprendre le fonctionnement général. Mais ça va bien au-delà de ce qu'on va voir dans la démo. La version en cours, c'est la 1.0 qui date de 2021. Les implémentations disponibles, donc on en a sur Quarkus, OpenLiberty, Oracle Elidon, Wildfly, Camel. On peut, dans des routes Camel, définir des long running actions. On peut également l'utiliser dans Spring Boot, notamment si on utilise Jersey pour développer les endpoints REST. Le modèle de programmation, comme souvent avec MicroProfile, c'est des annotations. Le protocole d'échange, c'est synchrone REST HTTP. Et en termes d'infrastructure, on a besoin d'un coordinateur LRA. On verra ce que c'est. De l'autre côté, Eventuate Saga. Donc les sagas, c'est très ancien. Ça date de travaux académiques de 1987. Eventuate date de 2017, si je ne me trompe pas. C'est une plateforme microservice open source, donc ce n'est pas une spécification, c'est vraiment un produit prêt à l'emploi. La version qu'on va utiliser dans la démo, c'est la version Quarkus qui est sortie en 2021. Le framework est également disponible sur Spring Boot Micronaut. Il y a deux modèles de programmation possibles. La chorégraphie qui consiste à réutiliser les domain events au sens DDD, Domain Driven Design, qui va permettre des actions de coordination de type Saga. Et il y a un autre modèle que je préfère, que je vais vous montrer, qui est l'orchestration, qui se fait à travers un domaine spécifique language. Les échanges se font de manière asynchrone, en messaging, et en termes d'infrastructure, on a besoin d'une base de données, donc on va utiliser Postgre dans la démo, on a besoin d'un système de queuing, Kafka, et on va utiliser un composant particulier qui s'appelle le CDC, le Change Data Capture, qui a un rôle très important dans les échanges. Donc lui, c'est un composant propre à Eventuate. Eh bien, assez parlé, on va passer aux démos. Alors là, je ne sais pas ce que ça va donner dans notre contexte. Oh, j'ai tout perdu. Bon, c'est pas grave. Excusez-moi, je vais avoir besoin de me remettre. Donc, on va démarrer par MicroProfile LRA. Ah oui, mais j'ai des slides à vous montrer avant. Excusez-moi, je suis un petit peu perturbé. Oui, alors déjà, mes démos, elles sont disponibles sur GitHub. Donc, tout ce que je vais vous montrer là, vous pouvez vous l'approprier, le rejouer chez vous. J'ai essayé d'être très précis dans le README pour que, étape par étape, vous pouviez rejouer les démos. La démo, précisément, c'est une démo assez classique de réservation de vacances avec un certain nombre de prestations, donc l'hôtel, le transport, voiture de loc. Cet exemple, je l'ai simplifié en ne retenant que deux services et je l'ai approfondi en mettant vraiment de la logique métier, des transactions et de la persistance. Donc je suis allé un petit peu plus loin que la plupart des exemples qu'on trouve. Vous allez voir que c'est largement suffisant pour comprendre les principes. Donc comment ça va se passer? On va recevoir via REST une demande de départ en vacances avec un certain nombre d'informations, d'où on part, où on veut aller, à quelle date. Ça va arriver donc sur le service Holiday, qui est le service front, qui va commencer à contrôler l'identifiant du client. Si c'est bon, il va invoquer le service de réservation de voyage, qui va contrôler départ, destination, choisir transport, horaire et le tarif. On va chanter les appels à hôtel et car, et on va contrôler le montant total à l'arrivée. Ce qui est intéressant avec cette démo, c'est qu'on a plusieurs cas d'annulation de la transaction. On a des cas fonctionnels, donc typiquement si le numéro de client n'est pas bon, si on ne connaît pas le départ ou la destination, et si à l'arrivée, le contrôle de montant total dépasse le maximum autorisé. Et on a également des annulations pour problèmes techniques, typiquement des time-out d'appel entre les deux services,
et un timeout d'expiration générale de la transaction. L'enjeu en termes de cohérence dans la démo, il est relativement simple. C'est de faire en sorte que le statut des entités qui participent à la même transaction soit cohérent, c'est-à-dire que soit tout rouge ou tout vert à l'arrivée. On veut absolument pas qu'il y ait de croisement. Microprofile Long Running Action. Alors, en termes d'architecture, voilà ce que ça donne. On a nos deux services implémentés en Quarkus, chacun a sa propre base de données, et tout en haut, on a Narayana. Narayana va jouer le rôle de coordinateur LRA. Donc Narayana, c'est un gestionnaire de transactions open source. Il est multiprotocole, il implémente notamment le two-phase commit dont on a parlé tout à l'heure, et depuis l'année dernière, il sait implémenter la coordination LRA. Tous les échanges se font de manière synchrone en REST HTTP, donc les échanges entre les services et les échanges vis-à-vis de Narayana. Donc on verra qu'il y a des échanges montants et descendants, et on va utiliser Jaeger pour essayer de comprendre la nature de ces échanges. En termes de modèle de programmation, la spécification, elle définit 7 annotations. On va en illustrer 3 dans la démo. L'annotation principale, c'est l'annotation LRA, qu'on pose sur une méthode, en l'occurrence la méthode book de réservation de voyage du service Holiday. Donc on dit quoi? On dit que c'est une transaction required. Ça veut dire que si une transaction existe, on s'y associe, sinon on en crée une. Dans tous les cas, on veut participer à une transaction LRA. End égale true, ça veut dire que la sortie de la méthode book va provoquer la fin de la transaction. Avec LRA, on peut faire des choses beaucoup plus décentralisées, où on démarre une transaction d'un côté et on la termine de l'autre. Donc là, je me suis mis dans le cas simple pour la démo. On va définir une durée limite de transaction de 2 secondes. Qu'est-ce qui va se passer au bout de 2 secondes? Le LRA coordinateur, Narayana en l'occurrence, il va tout canceller. Il va dire stop à tous les participants. Et on définit les statuts HTTP qui déterminent l'annulation de la transaction. On a également une méthode annotée compensate qui va permettre de déclencher les actions de compensation. Donc cette méthode compensate, elle va être appelée par le coordinateur LRA. Et on peut avoir de manière optionnelle une méthode complete qui va nous notifier de la bonne fin d'une transaction pour, par exemple, libérer des ressources. Vous pouvez noter que ces méthodes partagent le même paramètre, l'identifiant de LRA, qui va être donné par le coordinateur LRA. C'est le seul élément de couplage entre tous les participants à la transaction. Donc on peut vraiment parler d'un couplage technique, d'un couplage fonctionnel lâche, dans la mesure où c'est tout, il faut se débrouiller avec ça. Alors, charge à nous, développeurs, de faire le lien entre cet identifiant de LRA et les transactions métiers qui sont associées. À l'autre bout du tuyau, côté service de voyage, on retrouve la notation LRA avec des modalités un petit peu différentes. Cette fois, on dit qu'on est de type supports. Ça veut dire que si une transaction existe, on y participe. Sinon, on exécute la méthode book sans aucune transaction. Donc on se laisse la possibilité d'appeler la réservation de voyage sans participer à une transaction. End égale false, on ne veut pas que la sortie de la méthode réservation de voyage provoque l'arrêt de la transaction. Et on retrouve nos méthodes compensate et complete. Donc c'est un modèle de programmation relativement simple, à quelques petites nuances près quand même. La première chose, c'est que la spécification n'impose rien quant à l'intervalle de temps entre l'appel de la méthode annotée LRA. Donc la méthode annotée LRA, c'est elle qui va porter la logique métier. La méthode complete, c'est elle qui va permettre de finaliser proprement la transaction. Donc là, on a un delta T qui n'est pas imposé par la spec. En réalité, avec Narayana, c'est très rapide, c'est de l'ordre de 20 millisecondes. Plus subtil, la méthode compensate, elle peut s'exécuter de manière concurrente à la méthode LRA. Donc là, il faut quand même blinder son code. Alors, dans quel cas ça peut arriver? Typiquement sur une situation de timeout. On a vu qu'on a défini une durée limite à 2 secondes. Au bout de 2 secondes, le coordinateur LRA il va stopper tout le monde et on peut être tranquillement en train d'exécuter son code métier dans la méthode annotée LRA.
à ce moment-là. Donc il faut blinder son code pour être capable de prendre en compte une compensation qui arrive à un moment où on n'a pas finalisé la transaction métier associée. Vous pourrez voir dans l'exemple de code donné sur GitHub, il y a plusieurs stratégies, ce n'est pas très compliqué, mais il faut le savoir. Eh bien, on va passer à la démo. Est-ce que vous avez compris dans les grandes lignes le principe? Merci. On va donc tout faire par Swagger. On va envoyer des requêtes de réservation de vacances. Donc la première, on va dire qu'on veut partir à Londres au mois d'avril l'année prochaine, donc on s'y prend longtemps à l'avance, on part de Paris et on part tout seul. Donc là, normalement, j'ai beaucoup de misère aujourd'hui, donc je croise les doigts, ça devrait fonctionner. Donc là, on a notre réponse. Notre réponse, elle nous dit qu'effectivement, la demande a été acceptée. Je n'ai pas d'erreur métier. Là, vous voyez, j'ai affiché l'identifiant de LRA qui a été attribué par le coordinateur LRA. Bien évidemment, cette information n'a pas vocation à être partagée avec un utilisateur final. Tout en bas, on retrouve notre service trip, les informations qui ont été remontées, donc qui nous a fourni les horaires précis, le moyen de transport et le prix. On va d'ailleurs aller voir effectivement côté trip. J'avais préparé toutes les fenêtres, mais là, je relance tout. Donc là, j'interroge le service trip. Donc on voit que c'est la même LRA qui a été partagée des deux côtés. Donc on a bien participé à la même transaction. On a bien répondu correctement. Tout s'est bien passé. On va aller voir ce qui s'est passé vis-à-vis du LRA coordinateur. Donc, donc là, on va utiliser Jaeger. Le LRA coordinateur, lui, il va recevoir des requêtes de démarcation de la transaction. Donc là, on voit qu'on a démarré la LRA. Donc ça fait suite à l'annotation LRA qui était sur la méthode book, côté Holiday. On a eu 2 participants, 2 demandes de jointure, et on a finalisé normalement la transaction. On va compliquer un petit peu la situation. Donc là, on va se tromper sur le numéro de client. Donc le numéro de client, il faut que ce soit 42. Il n'y a pas le choix. Donc là, on est rejeté. On a une erreur métier qui nous dit unknown customer. On n'a même pas appelé le service de voyage puisqu'on a tout de suite intercepté l'erreur. Donc là, on a une transaction LRA qui a été très courte. On va d'ailleurs aller voir ce qui s'est passé vis-à-vis du coordinateur LRA. Donc on a un démarrage de LRA, un seul participant, et ce participant a demandé à canceller la transaction. Donc là, je pense que vous avez compris les principes généraux sous-jacents. On va continuer avec une autre erreur. Donc cette fois, on va appeler le service trip de voyage avec une destination incorrecte. Donc on a bien l'erreur métier, rejected, on ne connaît pas Landonx, donc le service a bien été appelé, mais il n'a rien répondu. Donc là, on est bon sur la cohérence, et là maintenant, on se dit que Londres à 2, c'est plus sympa, et on va provoquer un dépassement de prix. Donc il y a une limite de prix dans le code qui est de 500 €. Là, on est largement au-dessus. Alors là, c'est intéressant parce que le service trip, il a été appelé. Pour lui, c'était bon. Il a bien trouvé des horaires, un moyen de transport, une tarification. Donc pour lui, c'était bon. Mais au final, on va aller voir sur l'identifiant numéro 3 comment il s'en est sorti. Donc là, il a cancellé la demande. C'est-à-dire que dans un premier temps, il l'a accepté. Et puis, quand on est revenu côté Holiday, on a contrôlé le prix et on a dit « oulala, c'est trop cher, on annule tout ». Donc là, on est vraiment sur un cas de cancel. On va aller voir d'ailleurs, on va retourner sur Jaeger, que notre service trip, il a bien reçu un ordre de compensate. On a d'abord appelé la méthode book, donc là c'est le service Holiday, et il a reçu
donc un ordre de compensate venant du LRA coordinateur. Donc ça veut dire que quand vous développez un service qui participe à des transactions LRA, il faut effectivement définir les endpoints, compensate, complete, etc. Je ne vous ai pas perdu. Bon, Londres, c'est trop cher, qu'à cela ne tienne, on va essayer d'aller à Dublin, et là, on va provoquer un timeout entre les deux services. C'est-à-dire que Holiday est configuré pour attendre au maximum 1 seconde la réponse de Trip, et là, on voit qu'on n'a même pas attendu, on n'a aucune information de l'autre côté, on ne sait pas ce qui s'est passé. Par contre, on sait qu'il y a une requête qui a été traitée dans le cadre de cette transaction-là. Donc on va aller voir ce que ça donne. Si à tout hasard, on a traité une requête à destination de Dublin, eh bien, on l'a, effectivement, c'est bien la même transaction et on l'a cancellée. C'est-à-dire qu'on a bien réagi à l'ordre de compensation. Une dernière erreur, on va essayer d'aller à Budapest, et cette fois, on va provoquer un timeout général, on va excéder les 2 secondes qui ont été définies. Donc au niveau de la notation LRA. Donc là, on a tout déroulé normalement, et à la fin, on a fait un slip de 3000 pour simuler un dépassement de timeout. Donc là, on voit qu'on a eu toutes les informations fonctionnelles de la part de service Trip, et là, on a reçu donc l'ordre de compensation, il est émané non pas du service Holiday, mais du coordinateur LRA. Donc la transaction, elle a été cancellée de ce côté-là, et de l'autre côté, elle a été cancellée également. Alors attendez, toc, on est sur le 6, donc on va voir que effectivement, on va descendre un peu, excusez-moi, toc. Donc on est cancellé et on peut aller vérifier que l'ordre de cancel, il émane bien. Zut. Ouf. Oh non. Il y a des jours comme ça. OK. Il émane bien du coordinateur LRA, c'est-à-dire que Holiday a bien reçu un ordre de compensate. Donc je pense qu'à la lumière de cette démo, vous avez vu de manière très simple tous les cas d'usage de microprofile LRA, de toute cette coordination. Donc c'est beaucoup plus simple que le two-phase commit, parce que tout passe par des REST points HTTP, il n'y a pas d'interaction avec la database sous-jacente. Charge à vous, développeurs, par contre, de faire tout le travail d'association avec l'identifiant de LRA. On va changer d'univers avec Eventwait. Donc là, c'est tout à fait un autre monde. En termes d'architecture, donc on n'a plus de coordinateur LRA. On a nos 2 services Quarkus, chacun avec sa base de données, et on a Kafka qui va nous permettre d'échanger des commandes et des réponses à des commandes. Tout en haut, on a Zookeeper qui surveille Kafka et le composant CDC dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et on va utiliser une GUI, Kafka All, pour voir la structure des messages qui sont échangés sur Kafka. Alors, ce qui est important de comprendre, c'est que tous les échanges sur Kafka se font par ce composant Eventwait qui s'appelle le CDC. Alors, à quoi il sert ce CDC? Il sert à 2 choses. Il sert à implémenter le pattern Transactional Messaging, c'est-à-dire qu'il va assurer la transactionnalité des messages publiés sur Kafka, d'un côté, et en mode subscribe, il va permettre la détection de double, duplication detection. Alors comment ça marche? On est dans sa logique métier, dans une transaction acide locale. À un moment donné, on va vouloir publier un message. Donc un message, ça peut être une commande, ça peut être un domain event. Là, en l'occurrence, ça va être des commandes. Et cette publication va passer par l'intermédiaire d'une table intermédiaire propre à Eventwait, la table des messages. Donc là, on assure la transactionnalité du message à envoyer. Ensuite, cette table, elle est lue par le CDC, qui va venir scruter l'arrivée des messages à publier. Il va le faire de 2 manières différentes, selon la configuration. Le mode SQL polling,
qui consiste à faire un select sur la table. Bon, c'est pas terrible en prod, hein. Et le mode transaction log tailing, en venant espionner la fin de la transaction log ou de la commit log, ça dépend des bases de données, il y a plusieurs noms possibles, de manière à détecter tous les messages qui ont été committés. Et il va publier. À l'autre bout du tuyau, on retrouve un autre CDC qui, lui, va faire une détection de double par rapport au message qu'on a reçu. Et le cas échéant, il va déclencher un consommeur qui va invoquer la logique métier dans le cadre d'une transaction acide locale. Donc finalement, ça permet de bien compenser les fonctionnalités offertes par Kafka, parce que Kafka est non transactionnel et offre un service de délivraison au moins une fois. Ouais, ça va être très très chaud les 5 minutes. Donc le CDC permet de compenser en fait et d'assurer la transactionnalité et l'unicité. Peut-être que j'aurai pas le temps de faire une démo, on va voir. En termes de modèle de programmation, donc là, c'est plus des annotations, on n'a plus de coordinateur qui supervise les échanges, on a la définition à travers un domaine specific language de la saga. Donc, comme vous pouvez le constater, une saga, c'est composé d'étapes, c'est assez facile à lire. Au sein de chaque étape, on peut faire des invocations locales, des invocations distantes. Donc là, on va invoquer le service trip pour lui demander une demande de réservation. On peut réagir aux commandes, aux réponses aux commandes. Et on a également des actions de compensation qui sont déclarées au fur et à mesure. On traverse la saga. Donc, la saga, elle peut se lire de deux manières différentes. De haut en bas, c'est le flot d'exécution standard. Et de bas en haut, en remontant, c'est le flot de compensation. Et en fonction de ce qui va se passer, Eventuate va décider si on doit descendre ou si on doit remonter. Donc la centralisation, elle est faite de la saga, elle est faite applicativement au niveau du service Holiday, qui est le service qui va orchestrer la saga. De l'autre côté du tuyau, on a Trip qui va implémenter un command handler. Donc on a 3 commandes qui sont prévues, book, confirm et cancel. Et donc qui va interagir avec la logique métier et qui va répondre de 2 manières différentes. Soit il répond avec with success si la logique métier s'est bien passée. Donc dans ces cas-là, quand on va revenir dans la saga, on va continuer à dérouler le flot d'exécution normal. Soit il va répondre avec un with failure, et dans ces cas-là, quand on va revenir dans la saga, on va déclencher le flot de compensation remontant. Eventuate, pour assurer son fonctionnement, a besoin de ses propres tables SGBD. Donc on a 2 familles de tables. On a des tables de fonctionnement générales. On a parlé de la table message, on a parlé de receive message, et il y a des tables spécifiques à la gestion des sagas, qu'on ne retrouve que du côté Holiday dans notre cas. Alors ce qui est important de comprendre, c'est qu'une saga, ça s'exécute de manière, si je reviens sur cette définition, ça s'exécute de manière complètement asynchrone. C'est-à-dire sur mon endpoint, quand je reçois donc une book request REST, je lance la saga, et après la saga, elle vit sa vie. Elle est exécutée par un worker thread, elle est persistée en database par Eventuate, elle est suspendue quand il y a des I/O, typiquement des attentes de réponse à des commandes. D'ailleurs, dans l'exemple de code, vous verrez comment faire le lien entre cette exécution asynchrone et la réponse synchrone. Alors, il nous reste combien de temps? Soyons 5 minutes. Allez, je vais me lancer dans la démo. Eventuate. Bon, c'est un peu compliqué ce matin, mais avec votre soutien, je vais y arriver. Toc. Alors, la première chose qu'on va voir, c'est l'état de santé de notre CDC. Très important parce que c'est lui qui assure tous les échanges asynchrones. Donc le CDC, il a besoin d'être connecté à la base de données. Donc là, on a le CDC côté, on va aller voir le CDC côté Holiday, notre service principal. Donc il est connecté à la base de données. Il est connecté à Kafka, super. Et il est surveillé par Zookeeper, super, tout va bien. On a la même chose côté Trip. Donc, il va bien. Au passage, on peut remarquer que le CDC, c'est une application Spring Boot
puisqu'elle expose des indicateurs de bonne santé et des métriques d'ailleurs aussi, par l'intermédiaire de l'actuateur. Donc cette application-là, on la configure, elle est fournie par le framework Eventwait. On peut aller voir également, au niveau de Kafka, on a un certain nombre de topics qui ont été créés. Il y en a deux qui vont nous intéresser particulièrement. Le topic qui va permettre d'envoyer des commandes de holiday vers service, et le topic qui va permettre de recevoir les réponses. Donc, la définition de la saga qu'on a vue tout à l'heure, en particulier quand on fait un invoke participant, ça va déclencher en fait des envois via le CDC de messages sur ces topics-là. On va refaire quelques cas vite fait de démo. Donc le cas où ça va bien, normalement, donc à Londres en solo. Donc là, on n'a plus d'identifiant de LRA. On a participé à la même saga. On a bien eu nos réponses du côté voyage. Donc là, on est vraiment dans le cas où tout s'est bien passé. Très rapidement, on peut aller voir qu'effectivement, on a des messages qui ont circulé. On ne va pas tous les détailler, mais là, on peut voir que, par exemple, c'est une confirmation du voyage qui a été envoyée à la fin de la saga, parce qu'elle s'est bien passée. Et là, on a notre demande de réservation de voyage, Book Trip Command. Je ne vais pas rentrer dans le détail de tous les messages, mais c'est pour que vous compreniez que derrière cette définition de saga, il y a des tas de choses qui sont mises en place. Si on se trompe sur le numéro de client, toc, on est jeté tout de suite. Donc là, la saga, elle dure pas très longtemps. On n'a pas invoqué le service trip. Donc je dirais, là, c'est bon. Si on se trompe sur la destination, là, cette fois, l'erreur métier va venir du service appelé trip. Donc Rejected Destination Landings. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que le service trip, dans son command handler, il a répondu avec with failure. Et with failure, ça a eu pour effet de positionner un header Kafka par Eventwait qui va servir à l'autre bout à décider de remonter le flot de compensation. Et on va faire un dernier essai où on va dire qu'on ne veut pas un dépassement de prix. Donc là, on va aller jusqu'au bout de la saga qu'on a vue tout à l'heure, tout en bas pour tout remonter nos actions de compensation. Et donc, on voit qu'on est bien rejected. Si on va sur l'identifiant numéro 3, là, cette fois, on a effectivement été cancellé. C'est-à-dire que la saga a envoyé une action de compensation. Donc, au passage, on verra qu'on peut voir rapidement qu'on a plein de messages qui ont circulé sur nos services liés à nos différents essais, et on a également plein de réponses qu'on a reçues. Je la fais en abrégé, hein, et on va retourner... Non, pop. Alors, en conclusion, si on compare grosse maille sur certains critères, ces deux solutions. Côté microprofile LRA, on a un composant clé qui est le SPOF potentiel, le Single Point of Failure. C'est lui qu'il faut surveiller en production, c'est Narayana. Alors Narayana a fait beaucoup d'efforts en 2021 pour notamment faciliter l'exécution dans le cloud. Donc c'est un composant qui est quand même très fiable, c'est très ancien, c'est utilisé par JBoss, Wildfly depuis des années, donc c'est assez solide. Côté Eventwait Saga, on a besoin du CDC, le composant spécifique Eventwait, Kafka, Postgre. Courbe d'apprentissage, avantage microprofile LRA, c'est clairement beaucoup plus facile à appréhender, malgré quelques petites subtilités que je vous ai expliquées. Eventwait, il faut prendre le temps de se l'approprier. Il faut lire la doc, il faut s'approprier les exemples avant de se lancer dans du code. Il y a pas mal de subtilités. Simplicité de configuration, avantage LRA, puisqu'il n'y a rien à configurer. Côté Eventwait, il faut configurer le CDC. Il faut configurer les messages, les command handlers, il faut configurer les sagas. Il y a pas mal de choses à faire pour que ça marche. Le couplage fonctionnel est à l'avantage de microprofile LRA parce que là, on n'a qu'un seul élément de couplage, c'est cet identifiant de LRA. On a un couplage plus fort fonctionnel côté Eventwait puisqu'on doit partager la structure des messages, les messages JSON qui sont envoyés sur Kafka. Ils doivent être connus des deux côtés.
Couplage technique, là je mets un avantage à Eventuate parce que tous les échanges se font en asynchrone, donc ce qui est quand même beaucoup plus robuste et beaucoup plus recommandé quand on fait du microservice. Observabilité, on a plus de choses côté Eventuate. On a vu que le CDC expose des choses. On a l'artillerie habituelle, je dirais, côté Kafka et Postgre. Il n'y a vraiment pas grand-chose en termes d'observabilité côté LRA. Et côté généricité, je donne un avantage à Eventuate parce qu'il est multi-tool, il est multi-base de données, il est multi-framework, il est multi-système de queuing. Un petit mot de conclusion pour terminer. Alors, si à l'issue de votre découpage en service, vous êtes confronté à trop de transactions distribuées, je vous invite à revoir le découpage en service. Ça peut être mauvais signe, ça peut être signe qu'il faut revoir votre découpage. Il y a une solution minimaliste si vous avez peu de transactions distribuées, c'est tout simplement tracer les erreurs et les composer en arrière-plan, par un programme batch par exemple. Par contre, si vous avez des besoins un petit peu plus élaborés, c'est là que des solutions comme MicroProfile, LRA et Eventuate prennent leur sens. Il ne faut pas négliger les performances et le monitoring. Donc il faut bien tester, il faut bien faire des POC, hein, pas y aller la fleur au fusil quand même. Et dans tous les cas, il faut privilégier des actions de compensation simples, rapides et idempotent. Eh bien écoutez, j'ai terminé. Je ne sais pas si je suis dans les temps. Ouais. Et puis merci, parce qu'il y a eu pas mal de soucis techniques qui ont fait que c'était un petit peu confus. Je ne sais pas si on a du temps pour des questions. On peut avoir une ou deux questions, oui. Alors, une ou deux. N'hésitez pas, allez-y. Déjà, est-ce que vous connaissiez ces solutions? MicroProfile LRA? Non? Ouais. Eventuate? Ouais, ok, un petit peu. Donc, j'espère que vous aurez au moins appris quelque chose. Et avec les exemples, vous serez en capacité de voir si vous pouvez les utiliser dans vos projets. Vous avez été confronté à cette problématique de cohérence de données en architecture distribuée? Ouais, certains, ouais. Et donc, plutôt parti sur des solutions maison, on repère et on compense après comme on peut, quoi. Ouais. Ouais, je pense que jusqu'à 2021, on n'avait pas vraiment le choix. Les deux solutions que je vous ai présentées, elles ont vraiment émergé l'année dernière, bien que les travaux sur les sagas, etc., ce soit très ancien, quoi. On a une question, me semble-t-il. Bonjour et merci pour votre présentation. Moi, j'avais une question, c'est est-ce que vous avez mis une de ces solutions en place en production? Honnêtement, pour l'instant, non. On a vu que c'est des solutions récentes qui datent de 2021. Elles sont sorties l'an dernier. On n'a pas mis ça en production aujourd'hui chez Worldline. Par contre, avec l'expérience acquise, notamment pour préparer ça, on va se poser la question sur certains projets d'une mise en œuvre. Mais encore une fois, comme nous on fait du dev et de la prod, on va vraiment blinder les tests avant de passer en prod. Alors sur les aspects performance, je ne vous en ai pas parlé, mais par contre, par exemple, le surcoût d'une transaction LRA, c'est à peu près 20 millisecondes, d'après les mesures, alors en local sur mon poste. Hein. Donc il faut avoir ça en compte si on a des exigences de temps de réponse très fortes, etc. Donc on est vraiment sur des solutions récentes, donc on n'a pas de recul de production, mais j'ai envie de dire, il n'y a pas de roadblocker dans les tests qui ont été faits. Alors ça, c'est cette notion de saga. Si certains d'entre vous utilisent Axon, le framework Axon, IQ, elle est également présente. Hein. Elle est implémentée de manière un petit peu différente de Eventuate, mais elle est présente. C'est bon, je vous laisse pour la pause déjeuner. Je crois qu'il y a une question en haut. On peut faire le relais sinon. C'est quoi? Du coup, comment est-ce qu'on fait pour tester des sagas? Eh oui. Alors, il y a plusieurs moyens de test. Côté LRA, il y a un plugin Narayana qui permet déjà de tester qu'on a bien posé les annotations en respect avec la spec.
Donc ça, on peut le déclarer dans son pom.xml, et ça permet d'éviter de s'en apercevoir au moment du déploiement. Ensuite, côté Eventwait, je ne suis pas rentré dans les détails. Chris Richardson, il expose plein de stratégies de tests, plus ou moins complexes, hein, mais l'idée sous-jacente derrière ce que propose Chris Richardson, c'est justement la testabilité. Donc je pourrais faire effectivement une présentation dédiée à comment on teste ça exactement. Il y a des moyens de test. Franchement, ça serait trop long de les décrire ici. Et très honnêtement, je ne les ai pas intégralement expérimentés pour l'instant. Mais il y a bien derrière chaque fonctionnalité d'Eventwait le souci de testabilité. Mais c'est effectivement important, quand on met en place ce genre de solution, de prévoir des tests effectivement de bonne exécution ou pas des transactions, quoi. C'est une réponse un peu générique, mais je note la question. À chaque fois, je prends des questions intéressantes que je note et j'essaye de repartir le coup d'après dessus. Bon, ben, je pense que je vous libère. Merci.